Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, avant de commencer ma petite vidéo, je voulais vous souhaiter une année avec beaucoup de petits bonheurs et un tout petit peu de merdouillasses, parce qu'on sait qu'on va toujours avoir 2 ou 3 merdouillasses dans l'année. Voilà, et que surtout, voilà, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, tous mes vœux pour cette année qui commence. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter un tarot particulier. Il s'agit du Pomo Tarot, qui est un tarot qui a été créé par Brian Williams, qui a fait le Renaissance Tarot, et un tarot macchiaté aussi, qu'il a réillustré. Ici, on est dans un jeu qui n'est plus édité, qui est exclusivement en anglais. C'est un jeu que j'avais, enfin voilà, je le voulais depuis très longtemps, mais je n'avais pas envie de mettre une somme folle pour pouvoir me le procurer, et j'ai eu la chance de le trouver pour quasiment, pas quasiment, voilà, hein, pour une dizaine d'euros. Donc voilà, c'est un tarot qui va nous faire le lien, qui va nous parler de l'art postmoderne. Alors, le postmoderne, pour être très voilà, hein, très grossière, on est dans l'époque dans les années à peu près 1970, voilà, 80 à peu près. Et donc, on est dans un courant qui va prôner le côté plus scientifique, qui va vouloir un petit peu se détacher de la religion, voilà, des mythes, de l'histoire, donc quelque chose de très contemporain, qui se veut contemporain. Et au travers de ce tarot, on va y voir un petit peu une sorte de fable un petit peu satirique, avec de l'humour, voilà, de la société moderne. Alors il s'appelle le Pomo Tarot pour faire en référence, en fait, comme on connaît, hein, il y a beaucoup de musées dans le monde qui vont avoir des sortes d'appellations comme ça, comme le MoMA, le MoMA le muséum, des choses comme ça. Donc là, ici, il a pris le parti d'appeler, lui, son tarot, le Pomo Tarot. Donc c'est un jeu qui date de 1994, qui a été publié en 1994. Et à l'intérieur du livret, on a énormément voilà, d'informations. Donc on a toute une introduction sur pourquoi donc le Pomo Tarot. Et donc on va commencer par les arcanes mineurs. Ici c'est vraiment, on va dire, un tarot original à part entière, puisque on a quasiment toutes les cartes qui sont renommées. Donc ici par exemple, le fou va être appelé l'idiot. Donc on va avoir quelque chose de très riche où Brian Williams quelque part va nous replonger dans le contexte de la carte, mais aussi au niveau historique. On va avoir des références à la mythologie, aux artistes, et voilà, c'est un tarot que moi je trouve très intéressant pour ça. Et au niveau des suites, toutes les suites vont être renommées, c'est-à-dire que l'on va retrouver les billets qui vont représenter donc les deniers. On va retrouver les télés, les TVs qui vont représenter donc les bâtons, les guns, donc les pistolets qui vont représenter donc les épées. Et pour finir, les bottles, donc les bouteilles qui vont remplacer les coupes. Donc on est vraiment dans un jeu qui mérite de s'intéresser vraiment au livret. Et voilà, au niveau des tirages, il n'y a pas vraiment de... On a un tirage en croix plutôt classique. Pardon. Et voilà. Donc je vais vous présenter les cartes. Alors les cartes, elles sont vraiment très très grandes, hein, puisqu'on a des cartes presque format oracle. Voilà. Et je vais commencer par vous montrer donc les arcanes majeures. Hop, alors peut-être que je vais baisser un petit peu. Voilà.
Donc, on a ici, pour la carte du fou, donc on a l'idiot. Hein, donc, on voit un homme habillé de façon moderne, qui a l'air vraiment insouciant, qui se fait mordre la cuisse par le chien. Voilà. Donc, il se base au niveau numérologique sur le Marseille. Donc, voilà. Après, on est plus dans le rider au niveau... voilà. Et à la limite, c'est quand même assez particulier aussi. Mais bon, voilà. Donc là, on a l'idiot. Pour le magicien, donc on a l'expert. Donc on voit un scientifique hein, avec cette pauvre petite grenouille voilà, qui a l'agonie. Donc on est vraiment dans une sorte voilà, de critique un petit peu... de cette société. Ici, on va retrouver donc la Joconde hein, avec Mona pour donc la grande prêtresse. L'impératrice devient la mère. Donc là, on retrouve les archétypes de Jung avec cette mère avec sa part de tarte et son bâton. On ne sait pas trop si elle va nous donner une part de tarte ou nous foutre un coup de bâton à pâtisserie, un rouleau à pâtisserie. Pour l'empereur, on a le père, figure d'autorité qui travaille et fume la pipe. Pour le hiérophante, on a donc Monsieur Religion, donc on est hein, dans une... comme je vous l'ai dit, il y a un refus voilà, de représenter dans l'art moderne voilà, le côté religion. Et là, ici, on a un boucher. Les amoureux. Pour le chariot, on va retrouver, lui, c'est traduit dans le livre par la bagnole. Donc là, hein, il y a aussi, dans ce tarot, une critique face au conflit, à la guerre. Donc là, on a le chariot. On retrouve ici la justice. Ce qui est intéressant, c'est que dans son livre, il nous explique pourquoi... voilà, la justice est représentée par une femme, etc. Ici, le pistolet va remplacer l'épée que tient la justice. Ensuite, alors je vais prendre un petit peu le livre parce qu'il y a des choses quand même intéressantes par rapport aux cartes. Donc voilà, pour l'ermite, on va retrouver donc la vie en marge. Hein, donc on a un personnage qui n'a pas l'air non plus, voilà, c'est pas l'ermite contemplatif et serein, je trouve. On a plutôt quelqu'un qui a l'air un peu éclopé. Voilà, on symbolise la lanterne par la torche. Ensuite, donc on a la roue de fortune, voilà, qui est représentée par ici Dame Fortune avec son écharpe de Miss Fortune. Ensuite, on a donc la force en 11. Donc ici, on est dans voilà, une force assez agressive. Avec un homme au lieu d'une femme, avec quelque chose d'assez... voilà. Un peu bodybuildé, quoi. Ensuite, on a le pendu. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans le livret, c'est traduit par le pendu cependant. Donc voilà, donc là, on est dans quelqu'un qui est attaché, mais on voit que son corps est posé sur le sol. Donc, en fait, il suffit... il serait très facile pour lui de pouvoir s'échapper. Avec un petit côté peut-être un peu bondage. La mort, c'est carte très intéressante, je trouve, très satirique, hein, d'un squelette qui fume sa clope, avec des lunettes de soleil. Ensuite, donc, on a la tempérance, ni comme ci, ni comme ça, voilà, c'est traduit comme ça dans le livret. La carte, donc, du diable est appelée Evil, donc c'est à traduire par le mal.
Donc là, on va avoir pour le mâle, voilà, des références un petit peu... on est dans le côté, voilà, il y a des références dans le livret à beaucoup de cultures différentes, voilà, avec les archétypes de Jung, au niveau aussi des traditions de lucifériennes, enfin voilà, il y a beaucoup de références. Après, pour la tour, on va retrouver donc ici une bombe atomique. Pour l'étoile, on a luxe, calme et volupté. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de plutôt serein, hein, positif. La lune, j'aime beaucoup parce que ici, elle est appelée donc la nuit. Donc on a ce personnage avec ce reflet, hein, ce reflet dans le miroir. Donc quelque chose qui est peut-être illusoire, quelque chose qui est caché. On a des références dans le livret à toute la mythologie Hécate, Diana, Artémis, etc. Ensuite, on va retrouver pour le soleil, le jour. Donc on a un personnage très blond californien avec ses tongs, qui écoute son Walkman et qui se fait bronzer avec sa lampe à UV. Ensuite, on retrouve donc pour le jugement la fin. Voilà, donc là on est dans un jugement, le dernier jugement, c'est comme ça qu'il est nommé dans le livret. Et pour finir, le monde. Alors ici, avec une critique un petit peu de ce monde moderne, avec ce ballon qui représente le monde, hein, la map monde, et qui se dégonfle. Donc ça, c'était pour les arcanes donc majeurs. Et maintenant, donc, on va passer aux arcanes mineurs, et je vais vous présenter donc les épées. Alors, au niveau des épées, alors je regarde un peu dans le livret, on a alors les épées, les monnaies, les bottles, et puis donc on a, excusez-moi, je cherche un peu parce que les TV, voilà, les guns. Donc en fait, au niveau des épées, donc l'as d'épée est représenté par les armes. Voilà. Donc on a hein, le côté plus féroce, le côté plus passionnel, plus mental aussi bien sûr. Ensuite, le 2 d'épée va faire référence à un tableau de Paul Delvaux, voilà. Donc on est bien dans cette dualité hein, du 2 d'épée ici. Le 3 est représenté par un tableau de Toulouse-Lautrec, hein, où on est attaqué par ses armes. Le 4 fait référence au tableau donc d'Eugène Delacroix, qui est très connu, qu'on connaît, hein, un peu le symbole de la République française. Voilà, sauf que là, ils ont des armes. Au niveau donc du 5 d'armes, donc là, on est avec un Hans Beilmer, voilà. Ça, c'est assez dérangeant, je trouve, hein, comme carte. Pour le 6, donc je ne vais pas citer tous les artistes. Ici, on a Georges Gross, les pilleurs de la société. Donc, on retrouve un petit peu tous les personnages d'époque.
J'aime beaucoup cette carte du 7 avec le tableau de Picasso, donc Guernica. Pour le 8, voilà, Richard Linder, La Rue. Ici, on retrouve un tableau de Goya qui parle du 3 mai. Et pour le 10, on retrouve le cri de Munch, très connu. Donc on a ce mélange vraiment de peintres, d'artistes de différentes époques avec le côté moderne de la société. Alors pour les figures de cour, on a la fille avec un autre tableau très connu. Ici, on a le garçon pour le cavalier. Donc là, c'est une représentation qu'avait fait Andy Warhol. Voilà. Elvis Presley. Pour la reine, on retrouve la femme. Donc là, ça fait référence à un tableau de Moucha de Sarah Bernard. Et pour l'homme, donc le roi, on retrouve le penseur de Redin qui est prêt peut-être à se suicider. Enfin voilà, donc c'est très satirique, je trouve ce tarot, ça me fait rire et en même temps voilà. Alors ensuite, je vais vous parler donc des bâtons. Donc les bâtons, on va retrouver pour les bâtons, les bâtons donc. Les TV, donc hop, donc là l'as ici, donc l'as de télé, hein, de la télé, donc on est dans le côté créativité, etc. Le côté voilà, hein, innovation. On va avoir donc le 2 avec Salomé de Aubrey Brensley. Le 3, donc de bâton. Le 4, on retrouve bien sûr un tableau de Dali, hein, avec ses horloges molles là. La persistance de la mémoire, voilà, d'Observateur Dali. Pour le 5, on a les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. Pour le 6, on va retrouver Marcel Duchamp. Donc là, on est dans le cubisme et on a quelque chose, voilà, hein, dans des télés à la place de la tête. Pour le 7, on va retrouver, voilà, c'est quelqu'un qui, c'est Richard Hamilton à la base. Là, on est dans le pop art avec des collages à la base, hein, l'œuvre originale, bien sûr. Donc ici, le 7 de denier. Pour le 8, on a Georges Bello avec Dempsey et Fripeau, voilà. Pour le 9, on a Giorgio de Chérico, les mystères de la mystère et mélancolie dans la rue, hein, en 1914. Et pour le 10, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est Marc Chagall, voilà. Donc ici, on est avec Chagall, avec Paris au travers de la fenêtre, 1912. Et donc, après, on retrouve les figures de cour, avec encore Picasso, ici, pour le page, la TV Girl. Ici, on est avec Magritte, perpétuelle motion, notion perpétuelle. Ici, pour la reine, donc la TV Woman, on est avec George McNeill Whistler.
Et pour le roi, on va retrouver Magritte aussi. Voilà, où la pomme est remplacée par la télé. Ensuite, on va passer donc en bouteille qui représente donc les coupes. Hop. Alors, pour les bouteilles, voilà, j'ai trouvé. Hop, on y va. Donc, l'as de bouteille, hein, donc l'as de coupe, on a une bouteille de champagne. Pour le 2, alors si je me trompe pas, voilà, c'est Degas. Donc là, c'est un tableau de Degas, le verre d'absinthe. Donc la rencontre. Pour le 3, David Hockney, une scène domestique. Voilà. Pour le 4, donc on va retrouver Manet avec le déjeuner sur l'herbe. Pour le 5, donc on reconnaît Andy Warhol avec donc c'est les bouteilles de Coca-Cola en 1962. Pour le 6, on reconnaît donc Paul Gauguin avec deux femmes tahitiennes. Donc pour le 6 de coupe. Pour le 7, on reconnaît, donc là non, c'est Yves Tanguy, c'est Ennui et Tranquillité. Pour le 8, on a Renoir, donc un tableau de Renoir, le moulin de la galette. Pour le 9, on retrouve donc Manet, le bar aux Folies Bergères. Et pour le 10, on a David Hockney, voilà, une scène, voilà, je ne sais pas comment traduire ça, une scène au bar, hein, voilà, en gros. Voilà. Ensuite, on va retrouver pour la fille Modigliani. Pour le garçon, on retrouve donc Hippolyte Paul Flandrin. Bon, après, ça peut vous dire, mais en tout cas, on peut reconnaître. Ici, on a Fernand Léger. Et pour terminer, le Bottleman, donc c'est Henri Matisse. Tableau Henri Matisse. Voilà, donc ça c'était pour, donc il nous reste les deniers. Alors les deniers sont symbolisés, donc comme je vous l'ai dit, par le billet. Hein, les billets, le côté, voilà, hein, le dollar. Donc, pour le 2, on retrouve bien sûr le baiser de Rodin. Et vous voyez ce côté ironique de cette femme qui tient un billet là derrière quelque part derrière le dos de l'homme. Et cet homme qui, on dirait, prend le billet qu'il y a dans la poche de la femme. Donc, il y a ce côté un peu ironique. Ouais, que j'aime bien dans la société. Donc après le 3, on retrouve un tableau de Van Gogh. C'est les mangeurs de pommes de terre. Et là, ils mangent des billets. Pour le 4, on retrouve 4 de deniers, c'est Jean Cocteau. Pour le 5, Jean-Baptiste Carpeau, la danse. Donc, voilà. Pour le 6, ça fait référence à Picasso avec le vieux guitariste. Le 7, on retrouve Dali encore, hein, avec c'est les sortes de femmes au tiroir qu'il faisait. Voilà. Alors que là, les tiroirs ont des billets. Pour le 8, on va retrouver Grant Wood, hein, un tableau qui est très connu aussi, American Gothic. Pour le 9, donc, on retrouve Gustave Courbet, Les Amis. Et pour le 10,
on retrouve Matisse, le studio rouge. Donc là, on a un studio où les toiles sont remplacées par des billets, avec le symbole aussi du dollar. Pour la fille, on retrouve Seurat, Georges Seurat. Le garçon, on retrouve J.C. Lewendecker, voilà, qui est un petit peu un tableau le tableau du nouveau riche. Pour la femme, John Singer Sargent, Madame X. Et pour finir, donc, le roi, on a Giovanni Boldini, le portrait du comte Robert de Montesquieu. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous ce petit moment parce que bon, ben, ça change un petit peu des jeux qu'on peut, voilà, des vidéos qu'on peut voir. Et puis en même temps, ben, je trouvais ça intéressant de découvrir ce mélange entre le tarot et des œuvres d'art. Donc, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.